Donc, c'est ça. Donc, ce soir, on va parler donc de sécurité. On va parler de risque, puis on va parler de gestion de risque. Donc, d'abord, de la sécurité. Il y a toutes sortes de définitions de ce qu'est la sécurité. Moi, j'en ai choisi quelques-unes qui sont pertinentes, en tout cas pour nous. Et je retiens toujours celle-ci, donc qui est la définition qui nous vient de l'ISO, qui définit la sécurité comme l'absence de risque inacceptable. Si vous voulez, d'une certaine façon, on pourrait dire que la sécurité, c'est comme le contraire du risque. Plus il y a de risques, potentiellement, moins il y a de sécurité. Et plus il y a de sécurité, ben, potentiellement, moins il y a de risques. C'est sûr qu'il y a des subtilités là-dedans, là. Mais en gros, on pourrait définir ça comme ça. Il faut comprendre que la sécurité, c'est pas quelque chose d'absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, là, si je pourrais pas tracer une ligne dans le sable et dire de ce côté-ci de la ligne, je suis en sécurité, et de ce côté-là de la ligne, je ne suis plus en sécurité. Donc, c'est pas quelque chose qui est gradué. Donc, imaginez-vous, là, que moi, j'existe dans un environnement, j'opère dans un environnement, et que, idéalement, j'espère ou je souhaite que je me sens en sécurité dans ce que je fais. Là, quand je vous dis la sécurité, quand je vous parle de sécurité ici, là, c'est pas seulement de sécurité de l'information, mais de sécurité au sens large. Donc, la sécurité comme l'absence de risque inacceptable, ça pourrait s'appliquer à toutes les définitions de la sécurité, pas juste la sécurité de l'information, qui est un aspect particulier de la problématique de sécurité, mais de façon générale. Donc, si je pense, par exemple, en sécurité routière, en sécurité incendie, en sécurité, donc comme des services policiers, des choses comme ça. Donc, toujours, la sécurité, je peux la définir comme l'absence de risque inacceptable. Donc, imaginez-vous, par exemple, que moi, je me promène ici, autour de la station de métro du campus de l'université, et que je veuille traverser la rue. Je veux traverser la rue, j'ai un objectif, hein, c'est d'aller de l'autre côté de la rue parce que je veux m'en aller peut-être au centre commercial qui est un petit peu plus loin, ou je veux m'en aller à mon stationner un petit peu plus loin. Puis pour arriver à mon objectif, ben, je dois traverser cette rue-là. Et donc, j'arrive à la rue et je me demande, est-ce que c'est sécuritaire? Peut-être qu'aujourd'hui, parce que ça fait des années, compte tenu, on est tous des gens qui ont quelques années d'expérience de la vie, on ne va pas nécessairement systématiquement faire une analyse de risque à chaque fois qu'on traverse la rue. Hein? Mais imaginez-vous, la première fois que vous avez traversé la rue, quand vos parents vous ont probablement appris à le faire, ou peut-être vous, quand vous apprenez, si vous avez un enfant, quand vous apprenez à votre enfant à traverser la rue, parce que vous voulez éventuellement le rendre autonome et lui permettre de marcher tout seul pour se rendre à l'école en sécurité. Donc, à ce moment-là, vous avez dû aller aux bases élémentaires de ce que c'est traverser la rue. Hein? Vous avez dû décomposer la problématique. Et quand vous arrivez pour traverser la rue, qu'est-ce que vous faites? Bien, vous vous demandez, maintenant inconsciemment, mais vous vous demandez, est-ce qu'il existe un risque inacceptable? Alors, qu'est-ce que serait un risque inacceptable pour moi, comme individu, de vouloir traverser la rue? Qu'est-ce qui serait un risque inacceptable? Un accident, ce serait les conséquences de quelque chose. Mais le risque inacceptable, ça pourrait être, par exemple, une auto qui s'en vient, ou un camion, ou un vélo qui s'en vient dans la rue à haute vitesse. Hein? Et ça, c'est un risque inacceptable parce que les conséquences, c'est-à-dire que si moi, je marche dans la rue au moment où il y a une auto qui s'en vient, il pourrait y avoir un accident. L'accident aurait des conséquences. Et parce que moi, je suis vulnérable, je suis un être humain, je suis fait en chair et en os, j'ai des organes internes, j'ai beau être relativement padé, s'il y a un automobile qui me frappe à plus de peut-être 10 km/h, il y a des chances que que j'en souffre
que j'aille de la morbidité, hein, que c'est oui, mais que j'aille des... Pardon? Mais ça va causer un accident, mais l'accident va avoir des conséquences qui, pour moi, peuvent être significatives. Un incident, si tu veux, oui. Oui, oui. Et si l'auto va un petit peu plus rapidement, ben, ça pourrait causer ma mort. Hein, parce que moi, je suis donc vulnérable. Et il y a donc une menace potentielle qui est cette auto-là. Donc, quand j'arrive pour traverser la rue, je fais une analyse de risque. Donc, je vais regarder d'un côté de la rue, y a-t-il une auto qui s'en vient? Je vais regarder de l'autre côté de la rue, y a-t-il une auto qui s'en vient? Si la réponse c'est non, ou s'il n'y a pas d'auto qui s'en vient, ou oui, il y en a une, mais elle est très très loin, puis j'évalue la vitesse à laquelle elle va, puis je me dis, ah, j'ai le temps de traverser avant qu'elle arrive à ma hauteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je suis en sécurité, il y a une absence de risque inacceptable, donc je peux traverser la rue maintenant. Mais à quel moment est-ce qu'on peut dire que l'auto, elle est assez loin ou qu'elle est trop proche? Hein? Ou que peut-être que c'est un vélo, puis je me dis, ben, il va me contourner ou quoi que ce soit, ou il va arrêter. Ou peut-être qu'il y a une traverse de piétonnière, et que je me dis que c'est correct, c'est sécuritaire de traverser ici, même s'il y a une auto qui s'en vient, parce qu'il y a une traverse piétonnière et que l'automobile va arrêter. Remarquez qu'à Montréal, c'est peut-être pas une assurance que vous allez être en sécurité, mais disons ailleurs dans le monde, ça pourrait l'être. Donc, à quel point est-ce que je peux dire que c'est sécuritaire, et à quel point ça ne l'est plus? Ben, ça devient une question de jugement. C'est moi, en fonction de mes aspirations, de ma réalité, de mes besoins, hein, de mon habileté à traverser à une certaine vitesse ou à ne pas traverser, qui va déterminer à partir de quel moment que ça devient sécuritaire et à partir de quel moment ça ne l'est plus sécuritaire. C'est de ça qu'on parle ici quand on dit que c'est un concept gradué. Il n'y a pas d'absolu. Et ça, quel que soit le domaine du risque au domaine de sécurité que vous voulez l'appliquer, ça pourrait être vrai, comme je l'ai dit, en sécurité routière, c'est aussi vrai en sécurité de l'information. Finalement, c'est subjectif. Dans l'exemple que je vous ai donné, il y a une grande part de subjectivité, c'est-à-dire que quelque chose de subjectif, c'est le contraire de objectif. Hein? Quand on est dans l'objectivité, on est dans la rationalité, comme les mathématiques, par exemple. En sécurité, j'ai pas de formule magique que je peux utiliser de dire, je sais pas moi, X fois Y est égal à Z, puis voici mon niveau de sécurité, c'est Z. Il n'existe pas de formule comme ça. C'est parce que, ben du moins, il n'en existe pas. Peut-être qu'il y aurait moyen d'en créer. Il existe des domaines de sécurité ou plutôt de risque où on a des formules qui existent comme ça. Je ne sais pas si vous en connaissez peut-être. On va prendre un exemple. L'assurance. L'assurance de personnes ou l'assurance de biens. Hein? Si moi j'appelle chez Bel Air, Bel Air Direct, là, qui annonce là, sur Internet, à la TV, là, la compagnie d'assurance, je leur dis, moi, là, je suis propriétaire d'une maison. Puis là, ils vont me demander, monsieur, dans quel quartier est-ce que vous habitez? Et ils vont par mon code postal. Puis là, ils vont prendre ça, puis ils ont développé des formules mathématiques. Mais ça n'a pas été développé par le gars dans son sous-sol de tout à l'heure. Ça a été développé par un groupe de spécialistes qui ont une formation assez poussée, qui s'appelle des actuaires. Hein, qui ont passé, je ne sais pas si vous savez de quoi ça a l'air, une formation d'actuaire, là. Mais c'est assez sophistiqué. Et je ne sais pas si vous avez une idée des examens d'actuaire, qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Si vous trouvez que les examens de l'ISACA sont durs, un examen d'actuaire, c'est complètement dans une autre catégorie. C'est d'ailleurs plusieurs examens, c'est pas un seul. Et les gens qui font ça, qui font ce genre de formation-là, ce sont essentiellement des mathématiciens ou des gens qui ont une connaissance très approfondie des mathématiques. Et dans ce domaine-là, ils arrivent à quantifier des risques. C'est-à-dire à objectiver, d'une certaine façon, les risques.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous irez à la bibliothèque chercher des livres sur l'actuariat et aller jeter un coup d'œil au genre de formules qu'ils utilisent pour faire du calcul actuariel pour fin d'assurance, de biens ou de personnes. Vous allez voir que ça n'a rien à voir, si tu mentionnais Méhari, ça n'a rien à voir avec les calculs utilisés dans des méthodologies de gestion de risque de style Méhari ou tout autre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible d'objectiver le risque, mais qu'il y a quand même un niveau de complexité, d'objectivation qui est quand même qui amène à un niveau de complexité qui est très grand. Et nous, en sécurité, là, et en particulier en sécurité de l'information, on n'est pas du tout là. La sécurité de l'information, c'est extrêmement subjectif. C'est-à-dire qu'à différents endroits, à différents moments dans le processus de sécurité et dans le processus de gestion de risque, on fait appel à la subjectivité, c'est-à-dire à la perception, à la compréhension qu'ont les individus. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand je vous disais, je donne trois analyses de risque à faire à 3 personnes différentes, ben, un des éléments des éléments principaux qui vont faire que les 3 vont arriver avec des résultats différents, c'est ce qui est relié à la subjectivité. Donc, nous, ce qu'on va chercher à faire ici, c'est beaucoup de comprendre cette subjectivité-là et de voir comment on peut, pas l'éliminer, parce que c'est impossible de l'éliminer, mais au moins la contrôler. Donc, de se donner des façons de limiter l'effet de cette subjectivité-là pour éventuellement, quand les connaissances, quand la science aura rejoint le domaine de la sécurité de l'information au point où elle est rendue dans des domaines comme l'assurance des biens, peut-être qu'éventuellement on arrivera à objectiver. Mais on est encore très, très loin dans notre domaine de ça. On est encore beaucoup plus près de l'artisanat que du travail d'un ingénieur ici. Donc, la sécurité, c'est quelque chose, c'est un domaine où il y a une grande part de subjectivité, où il y a place à l'interprétation et à la compréhension des individus qui ont à subir ou à évaluer. Et évidemment, dans les organisations, il y a beaucoup d'individus, hein. Il y a quand on parle des ayants cause, les parties prenantes, ou ce qu'on dirait en anglais les stakeholders, ou les stakeholders, non pas les stockholders, hein, donc les gens qui ont cause dans nos processus, dans nos actifs informationnels, ou dans l'ensemble de nos actifs informationnels, donc ce qu'on va appeler notre patrimoine informationnel. Bien, il y a beaucoup de monde. Il y a les utilisateurs. Aujourd'hui, les utilisateurs dans les organisations, c'est tout le monde. Tout le monde a un ordinateur aujourd'hui. En fait, on serait probablement mieux de dire que tout le monde a plusieurs ordinateurs. Tu sais, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai un téléphone. Mon téléphone, c'est un ordinateur. J'ai peut-être une tablette graphique, qui est un ordinateur. J'ai peut-être un laptop, parce que je me déplace pour le travail. J'ai peut-être aussi un ordinateur à mon bureau. J'ai peut-être un téléphone IP à mon bureau, qui est aussi un ordinateur. Donc, j'utilise, puis en plus, j'ai peut-être un ordinateur à la maison. Et comme un ordinateur, c'est quelque chose de très personnel, ben j'ai aussi un ordinateur pour mes enfants, puis j'ai un ordinateur pour ma femme, parce qu'il n'est pas question qu'elle partage mon ordinateur. Donc, tout le monde, beaucoup d'individus, ont non seulement un seul ordinateur, mais a 5 ou 6 ordinateurs. Donc, ce n'est pas des situations qui sont rares. Donc, tous nos utilisateurs, c'est des stakeholders dans notre processus. Donc, tous nos utilisateurs ont quelque chose à dire sur qu'est-ce qui est la sécurité pour eux. J'ai ensuite tous mes gestionnaires. Mes gestionnaires aussi, ils ont un point de vue. Le point de vue de mes gestionnaires, c'est souvent pas le point de vue de mes utilisateurs. Mes utilisateurs, eux, ils veulent faire leur job. Tu sais, eux autres, ils s'en foutent, là, jusqu'à un certain point, de la sécurité, si ça les bloque dans leur travail. Eux, ce qui est important pour eux, c'est qu'ils puissent faire leur travail. Après ça, ben, si ça donne qu'ils ont toute la base de données clients sur leur iPhone, puis leur iPhone est dans leur poche, puis qu'ils peuvent peut-être le laisser dans le métro en s'en allant travailler. Ben, eux, c'est pas quelque chose qui est peut-être qui est critique pour eux. Eux, ce qui les concerne, c'est qu'ils soient capables, quand ils ont besoin d'appeler un client qui sont sur la route, qu'ils prennent son téléphone, puis là, qu'ils passent le piton, puis bingo.
Mais le gestionnaire, lui, il peut voir ça différent. Ensuite, j'ai tous les gens au niveau des TI. Les gens des TI, ils ont un point de vue différent aussi. Les gens dans le groupe des TI, j'ai peut-être un groupe de sécurité de l'information. Peut-être que vous faites partie de ça. Donc, vous aussi, vous avez un point de vue, vous avez une opinion, vous avez des arguments aussi que vous voulez faire valoir et que vous essayez de défendre. Et c'est souvent très frustrant pour les professionnels de sécurité de l'information de faire de la sécurité. Parce qu'il y a souvent des collisions entre les besoins et les attentes de mes utilisateurs, de mes gestionnaires et des professionnels de sécurité de l'information. Et là, je vous mentionne seulement certains des stakeholders dans tout ça, mais il y en a bien plus que ça. Là. On peut facilement arriver à 10, 12, 20 différentes catégories selon la taille de l'entreprise. Donc, ça, c'est la sécurité. Nous, évidemment, on va focuser plus sur la sécurité de l'information. Et en sécurité de l'information, ben, nous, on va focuser sur des actions et des procédures qui vont avoir un objectif particulier. Donc, qui va être de démontrer ou de prévenir avec un niveau de certitude démontrable. C'est-à-dire qu'on soit capable de montrer, si quelqu'un nous pose la question, c'est quoi ta sécurité? Ben, voici le niveau de sécurité que moi j'ai. Et on veut prévenir quoi? Ben, on veut prévenir la divulgation, le transfert, la modification, la destruction, etc., non autorisée, volontaire ou accidentelle du patrimoine informationnel. Donc, on a des objectifs de sécurité. On a des objectifs de sécurité, hein, que tout le monde connaît, le fameux DICAR étendu, là, le DIC. Ben, moi, comprenez que moi, j'ai été formé dans le domaine militaire puis de la GRC en sécurité, fait que moi, mes affaires sont toutes en anglais. Moi, je pense pas au DIC, je pense au CIA. Confidentialité, intégrité, availability. Donc, je les liste toujours dans cet ordre-là. Je m'excuse, c'est peut-être une déformation que j'ai. Je commence toujours avec la confidentialité. Mais aussi, c'est parce qu'il y a une autre chose qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait, pour la plupart des utilisateurs, ça, dans le cadre d'un projet de recherche, c'est une des choses que j'avais démontré. Quand je parle de sécurité au monde, eux, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent confidentialité. Donc, pour la plupart des utilisateurs, pour la plupart des ayants cause, mes fameux stakeholders de tout à l'heure, la sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est la confidentialité. Si je leur demande les trois choses les plus importantes pour eux en sécurité de l'information, ça va être la confidentialité, puis la confidentialité. Tout le reste, ça vient loin en arrière. Mais bon, nous, on est dans un cadre théorique et on est tous des professionnels peut-être qui vont faire ou qui ont fait des CISSP ou des CISA. Et on sait très bien que, en fait, c'est plus que juste la confidentialité. On va au minimum parler de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité. En fait, on devrait aussi parler de d'autres éléments, de d'autres objectifs, les fameux objectifs. Donc, l'irrévocabilité des transactions, c'est-à-dire la non-répudiation, on dirait communément. L'authentification des utilisateurs, l'authentification de l'origine des données et le contrôle des accès. Donc, si je reviens à ce que j'avais tout à l'heure ici, à mon acétate précédent, mais les actions pour prévenir la divulgation, mais la divulgation, c'est quoi? Mais la divulgation, c'est le contraire de la confidentialité. Le transfert, c'est quoi? Ben, le transfert, c'est le contraire de la confidentialité aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Modification, c'est l'intégrité. Destruction, c'est la disponibilité. Donc, vous voyez le lien. Donc, moi, ce que je veux faire, dans le fond, c'est que j'ai des objectifs de sécurité, puis j'établis un certain niveau de mes objectifs. Jusqu'à quel niveau je veux de la confidentialité, par exemple. Fait que la sécurité, qu'est-ce que je fais? Ben, la sécurité, c'est l'absence de risque inacceptable, donc des choses qui pourraient venir modifier la confidentialité, donc comme la divulgation, au-delà du niveau que moi, je veux l'autoriser ou que moi, je l'accepte. Hein? Et donc, c'est le contraire de ça. Donc, mes objectifs de sécurité, ça vient de où? Mes objectifs de sécurité, ça vient de mes besoins d'affaires. Ça vient de mon analyse de risque que je vais faire. Ça vient de ma politique de sécurité, de mes obligations, peut-être mes obligations légales ou contractuelles. Donc, j'ai peut-être un contrat avec un client que j'ai signé avec un client dans lequel je m'engage à conserver ses données personnelles de façon confidentielle, à ne pas les divulguer à des gens qui ne sont pas autorisés.
Mais ça peut être des obligations légales. Le même genre d'obligation de ne pas divulguer des données personnelles pour un établissement de santé, par exemple, ou pour la fonction publique, c'est une obligation légale en vertu de la loi d'accès à l'information, peut-être, ou en vertu de la loi sur la santé et les services sociaux, par exemple, dans le cas d'un centre de santé. Ça peut venir d'un code d'éthique, d'un code de déontologie ou d'un cadre de gouvernance. Donc, on pense à un code de déontologie comme étant de la gouvernance, comme étant de l'éthique appliquée. Hein? Donc, un code d'éthique appliqué à un groupe de professionnels membres d'un ordre professionnel. Donc, dans mon entreprise, si j'ai des professionnels qui manipulent un certain type de données, bien, le code de déontologie de ces professionnels-là va être une des sources des objectifs que je vais devoir inclure donc, dans mes objectifs de sécurité. Ça peut être des lois. J'ai mentionné la loi sur la santé et les services sociaux, la loi sur l'accès à l'information. Ça peut être des règlements aussi, des accords internationaux. On peut penser aux accords de Bâle, par exemple, si vous êtes dans le domaine financier et que vous utilisez du financement, ce qu'on appelle du overnight lending rate, des taux préférentiels de prêts interbanques. Vous pouvez être sujet à des accords comme l'accord de Bâle ou les accords ou Bâle 2 ou Bâle 3, je ne sais pas trop quels chiffres ils sont rendus, là, qui régit ça et donc vous devez vous soumettre à ça. Dans plein d'autres domaines d'activité, vous pouvez être aussi sujet à respecter des accords internationaux. Sinon, il peut y avoir des normes. On peut penser à des normes locales, sectorielles, nationales ou internationales. Donc, vous pouvez peut-être choisir de vous conformer à une norme comme la ISO 27001, par exemple, ou ISO 27002. Vous pouvez vous choisir de vous y conformer. Vous pouvez choisir de vouloir vous certifier vis-à-vis une norme pour laquelle il existe une certification. Mais sinon, il peut y avoir des normes, par exemple des normes provinciales auxquelles vous devez vous soumettre. Dans le domaine de la santé, moi, évidemment, je travaille beaucoup dans le domaine de la santé. On peut penser au Québec à quelque chose qui s'appelle le cadre global de gestion des actifs informationnels. Donc ça, c'est une norme qui a été créée par le gouvernement du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui impose des objectifs de sécurité aux établissements de la santé du Québec. Il peut y exister des normes autant au niveau local, on peut penser à un organisme municipal, provincial au niveau de l'appareil gouvernemental ou de certains secteurs d'activité, national, par exemple dans le domaine des transports, des télécommunications, et il peut y avoir des normes nationales que vous devez respecter. Et finalement, les normes internationales, j'ai mentionné l'ISO, mais il y en a d'autres, IEEE, ITU dans le secteur des télécoms, etc., etc. Et finalement, vous pouvez choisir aussi d'utiliser comme source de vos objectifs des recueils de pratiques exemplaires. Donc, on peut penser à des guides de recommandation du CERT, dont je parlais tout à l'heure de Carnegie Mellon à Pittsburgh. Bien, le Carnegie Mellon à Pittsburgh, c'est là que se trouve le CERT, donc qui est un organisme qui va créer des documents de référence auxquels vous pouvez vouloir desquels vous pouvez vouloir vous servir comme source de vos objectifs de sécurité. On peut penser aussi au NIST aux États-Unis, le National Institute of Science and Technology, ou à d'autres organismes auxquels vous pouvez vous référer pour vos objectifs. Bon, évidemment, il y a la sécurité de l'information, c'est inévitable en technologie de l'information parce que les machines brisent, hein, parce qu'on ne peut pas se fier aux technologies. Parce que le fait qu'on utilise des technologies, juste le fait d'utiliser des technologies, ça entraîne des risques. Quelle que soit la technologie qu'on utilise, elle souffre d'un certain nombre de vulnérabilités. On peut penser à des bugs, à des vulnérabilités technologiques, des failles de sécurité. C'est pas pour rien que Apple puis Microsoft release des patchs à toutes les semaines, mais c'est parce qu'ils trouvent quelque chose à patcher. Hein, puis ça serait vrai de n'importe quel système, que ce soit Linux ou des mainframes, il y a des patchs. Parce qu'ils trouvent des bugs, parce qu'il y a des vulnérabilités. Donc, ensuite, bien, évidemment, les différentes composantes, ils peuvent être défectueuses. Ils peuvent briser aussi. Bon, évidemment, le classique, c'est le hard disk qui crash, parce que le hard disk, à moins que vous ayez un SSD, le hard disk, c'est une pièce mécanique. Donc, c'est sûr que la mécanique, ça a tendance à briser plus facilement que l'électronique. Donc, ça brise l'équipement.
Ensuite, ben, les données aussi pourraient être indûment communiquées, modifiées, détruites. C'est-à-dire, quelqu'un pourrait venir vous voler vos informations. Un employé, peut-être mal avisé ou mal informé ou par erreur ou peut-être volontairement, peut tout simplement copier des gigs et des gigs de données sur une clé USB. On est rendu avec des clés, quoi, là, 128 bits, puis là, je vous parle même pas des hard disks portatifs. Les disques durs USB, vous pouvez facilement aujourd'hui acheter un disque de 2 TB, donc que vous pouvez mettre dans votre poche ou dans votre porte-document puis sortir de l'immeuble avec. Donc, c'est extrêmement facile, évidemment, de transférer, de copier des données, surtout avec des affaires comme Google Docs. Hein. Je veux dire, je peux transférer. Moi, j'ai un compte Google Docs payant parce que je mets beaucoup de choses là. Je peux mettre 80 gigs de données. Donc, je pars le transfert de données, je m'en vais dîner. Quand je reviens de dîner, quand j'ai fini de dîner, je m'en vais chez mon compétiteur pour commencer une nouvelle job, pour négocier pour un nouvel emploi. Puis j'ai des gigs et des gigs de données, de listes de clients, etc., qui ont été transférés. Donc, évidemment, ça aujourd'hui, avec l'Internet, c'est extrêmement facile. Donc, la prochaine partie, on va parler un petit peu des aspects plus pratico-pratiques de la sécurité. Ben, juste parler de certains des aspects donc plus pratiques de la mise en œuvre des principes qu'on a parlé tout à l'heure de sécurité, mais au niveau donc de leur application dans les entreprises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire de la sécurité? Ben, ça veut dire de créer une politique de sécurité. Donc, qui est souvent la première étape dans une organisation. Donc, de se donner une politique de sécurité qui va décrire ben, qu'est-ce qui est permis puis qu'est-ce qui n'est pas permis. Qu'est-ce que les gens peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, qui va assigner les rôles et responsabilités, bon, etc. Là. Et qui va aussi éventuellement justifier le déploiement de certains processus d'affaires et de mécanismes techniques qui vont servir à mettre en place la sécurité de l'information. Donc, la base de tout ça devrait normalement se retrouver dans votre politique de sécurité. On va ensuite, une fois que notre politique de sécurité sera établie, ben, on pourra faire un inventaire de notre patrimoine informationnel, c'est-à-dire l'ensemble de nos actifs informationnels, et de les catégoriser, c'est-à-dire de leur donner des cotes. Et on ne peut pas faire ça avant d'avoir fait la politique, parce que ce qui définit les cotes qu'on va utiliser, ça va se trouver dans notre politique normalement. Donc pour moi, ça c'est la deuxième étape. Donc d'identifier tous nos actifs informationnels, d'identifier qui en sont les propriétaires, quels sont les usages qui sont autorisés de ces actifs informationnels-là, et de les catégoriser. Donc, de leur donner des cotes en fonction de nos objectifs de sécurité, donc confidentialité, intégrité, disponibilité et autres. Ensuite, toujours dans les aspects pratiques, l'analyse de risque, donc la troisième étape. J'ai fait ma politique de sécurité qui va me permettre de catégoriser mes actifs informationnels. Une fois que je sais c'est quoi mes besoins par rapport à mes actifs informationnels, ben là, je peux faire une analyse de risque. Et ça, bon, on va revenir à ce que ça implique, l'analyse de risque. Et une fois que mon analyse de risque sera faite, ben, mon analyse de risque va me permettre de justifier des processus de sécurité et des mécanismes de sécurité. Donc, ce qui va m'aider à choisir quels sont les processus que j'ai besoin, quels sont les mécanismes que j'ai besoin, et qu'est-ce qui justifie l'allocation de ressources, parce qu'il faut qu'il y a du monde qu'il faut qu'il le fasse, ou qu'il faut que j'achète des affaires. Ben, donc, j'alloue des ressources. Ben, je vais justifier mon allocation de ressources sur la base de mon analyse de risque. Et ces processus-là, ces mécanismes-là, ben, ça va être des mesures de prévention, de protection, de détection, des processus et des mesures de réponse, par exemple, suite à des événements, par exemple, du Incident Response ou du BCP, Business Continuity, des choses que vous allez voir d'ailleurs dans le cadre du programme ici, et des mesures d'assurance et aussi l'AUDIT. Donc l'AUDIT, c'est un processus essentiel qui vous permet de vous assurer de l'efficacité des mesures que vous avez faites, d'identifier aussi peut-être les lacunes que vous avez et de mettre en place, suite aux recommandations du vérificateur, de mettre en place un certain nombre de mesures. Donc, tous ces différents éléments-là, et là, évidemment, on aurait pu aller dans beaucoup plus de détails, ce qu'on ne fera pas ici, mais de ce que ça inclut, mais tout ça, ce sont des composantes essentielles
de l'ensemble des choses que vous devez faire pour faire de la sécurité de l'information de façon efficace. Ce qui nous amène donc à parler du risque. Le risque, la gestion de risque, c'est un petit peu un travail d'équilibriste. Hein? D'un côté, on a un certain nombre de contraintes organisationnelles. La plus évidente, ce sont les budgets. Et la deuxième, c'est probablement le temps. C'est-à-dire qu'on a des limites de temps dans lesquelles on doit faire des choses. Souvent, ces limites de temps-là sont alignées avec nos cycles budgétaires, qui sont souvent annuels. Et à la fin d'un cycle, on va souvent avoir un audit qui peut couvrir beaucoup plus que juste la partie technologie de l'information, mais qui de plus en plus aujourd'hui va inclure un aspect de technologie. Donc, les vérificateurs, que ce soit RCGT, Deloitte ou autres, quand il va venir, il va avoir des experts technologiques qui vont évaluer la partie TI de mon affaire, vont émettre un certain nombre de recommandations ou vont peut-être aussi émettre des réserves, et ce qui va m'obliger à mettre en place un certain nombre de choses avant la prochaine fois qu'ils reviennent de mon vérificateur. Donc, si c'est annuellement, ça va m'imposer, entre autres, une contrainte de temps. L'autre contrainte, qui est peut-être beaucoup plus évidente pour plusieurs d'entre vous, c'est la contrainte budgétaire. Hein? Il y a jamais... La sécurité de l'information, ça ne rapporte pas d'argent en général. Sauf si vous travaillez chez une firme de consultants qui fait de la sécurité. Mais du point de vue de vos clients, évidemment, que je parle ici, on n'a jamais d'argent pour la sécurité de l'information. Ça ne rapporte pas. C'est pas vraiment souvent considéré comme un investissement. Ça, on pourra en débattre si c'en est un ou pas, mais évidemment, moi, j'ai un point de vue, je vais prêcher pour ma paroisse, là. Mais du point de vue du client, du point de vue de l'utilisateur, du point de vue du gestionnaire, du point de vue du département des finances, de la compagnie, c'est plus considéré comme un coût qu'autre chose. Et c'est souvent une priorité qui est, disons, loin du haut de la liste. Et donc, cette contrainte-là, évidemment, ça rentre en ligne de compte dans notre fameux travail d'équilibriste du gestionnaire de risque, puisque, évidemment, il y a un minimum qu'on doit faire pour agir de façon diligente, de façon responsable, de façon éthique, hein, que ce soit basé sur des règles de gouvernance ou autres justifications éthiques. Et donc, nous, le professionnel de la gestion de risque, on est comme cet équilibriste-là sur la corde. Donc, à essayer de contenter le plus possible tout le monde, tout en tenant compte des contraintes organisationnelles. C'est pour ça que j'ai choisi ce symbole-là pour cet acétate-là. C'est pas parce que je la trouvais jolie. C'est pas juste parce que je la trouvais jolie. Donc, quand on parle de risque, on parle de quoi? Je vous dirais, moi, je reviens toujours à la définition de Frank Knight. Et donc, ce que Knight il nous dit, c'est que le risque, ça réfère à des situations par lesquelles le décideur assigne des probabilités mathématiques aux événements aléatoires auxquels il fait face. Et ça, que ce soit fait de façon objective ou subjective. Donc, si je peux m'imaginer qu'il y a des probabilités que quelque chose puisse arriver, à ce moment-là, je peux dire que je fais de la gestion de risque. Il faut bien comprendre que il doit y avoir la notion de probabilité dans le risque. S'il n'y a pas de probabilité, ou si on n'est pas capable, de s'imaginer qu'on pourrait mettre une probabilité sur ça, à ce moment-là, on parle d'incertitude. On ne parle pas de probabilité. Et on ne parle pas de risque, plutôt. Et nous, on ne peut pas faire de la gestion de l'incertitude. Ce qu'on peut faire pour l'incertitude, c'est prévoir des mécanismes de réaction, par exemple la gestion d'incidents. Mais je ne pourrais pas faire une analyse de risque dans laquelle je vais intégrer la chute d'un astéroïde sur mon immeuble. C'est impossible de prévoir la chute d'un astéroïde sur mon immeuble. Je ne pourrais pas raisonnablement faire une gestion de risque dans laquelle je vais me servir du calendrier Maya pour dire que la fin du monde va arriver le 21 décembre 2012. Hein? Si j'inclus ça dans une analyse de risque, ça, là, c'est pas du risque, c'est de l'incertitude. Donc, de l'incertitude, nous autres, on ne gère pas ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des processus, que ce soit gestion d'incidents, continuité des affaires, hein, BCP, BRP, continuité, etc. Donc, à ce moment-là, s'il arrive quelque chose qui est dans le domaine de l'incertitude,
on aura quand même quelque chose à faire. Il y a quand même quelque chose qu'on pourra faire. Mais on ne peut pas faire de la gestion d'incertitude. Ça se fait pas. D'un autre côté aussi, si c'est sûr que quelque chose va arriver, ça, c'est pas du risque. C'est une certitude. Encore là, on ne peut pas faire de la gestion des certitudes. Si la probabilité que quelque chose se produise est de 100%, c'est pas un problème de gestion de risque, c'est un problème opérationnel. C'est autre chose, ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prévoir des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prévoir des mécanismes. Mais ce n'est pas de la gestion de risque. Donc, il y a nécessairement la notion de probabilité dans le risque. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la notion de probabilité qu'on peut sortir un lapin d'un chapeau, c'est-à-dire de mettre un chiffre choisi purement au hasard. C'est pas parce qu'il y a une problématique de subjectivité puis de perception. Ça, on va en parler en détail, en long et en large la semaine prochaine. Tous les aspects reliés à la perception. Donc, mais il faut qu'il puisse y avoir une notion de probabilité pour qu'on puisse parler de gestion de risque. Donc, quand on parle de risque informationnel, évidemment, on parlait tout à l'heure de la différence entre la sécurité et la sécurité de l'information. Quand on parle de risque versus le risque informationnel, bien, le risque informationnel, c'est les aspects du risque reliés à l'information, à l'ensemble du cycle de vie de l'information. En anglais, on a une belle expression pour ça qui est cradle to grave. Donc, de la naissance de l'information jusqu'à son archivage éventuel ou sa destruction. Donc, tout le cycle de vie de l'information. Donc, quand on est dans l'information, quel que soit le type d'information, quel que soit, ici, comme je dis ici, le lieu ou l'état de l'information, quand ça inclut de l'information, on peut parler de risque informationnel. Donc, nous, évidemment, dans le cadre de notre cours, on va focuser surtout sur ce type de risque-là. Un des gros problèmes qu'on a dans tout ça, quand on parle de gestion de risque, c'est que beaucoup de ce qu'on a est basé sur de l'anecdote. C'est pas de la science. C'est de l'anecdote. C'est l'histoire d'un gars qui a trouvé quelque chose, puis qui a décidé d'écrire un livre là-dessus. La science, c'est basé sur la recherche, c'est basé sur l'étude, c'est basé sur les faits, c'est basé sur la validation aussi de ce qui a été fait. C'est-à-dire c'est reproductible. Et on est très, très loin de ça actuellement en gestion de risque. Donc, on est beaucoup dans le domaine de l'anecdote, de l'histoire d'un gars. Ou sinon, s'il y a des études qui ont été faites, souvent les études ont été limitées à un aspect très, très particulier. Je parlais de risque tout à l'heure dans le domaine de l'assurance, mais ce que les actuaires ont fait, les actuaires qui sont d'excellents professionnels dans leur domaine, mais on ne peut pas prendre ce qu'ils ont fait dans leur domaine puis l'appliquer au nôtre. Parce que ça, c'est des calculs, des formules, des choses qui sont axées vers des types d'assurance particulières, comme par exemple l'assurance de biens, et même de certains types de biens, ou l'assurance de personnes. Et même là, il y a un certain nombre, il y a des contraintes, il y a des choses qui sont particulières. Et il y a des choses il y a même des risques que les compagnies d'assurance vont refuser d'assurer. Donc, on peut difficilement on peut s'inspirer de ça, mais on ne peut pas directement prendre ça et le transposer, nous, dans notre domaine. Donc, des études sérieuses, il commence à y en avoir dans le risque informationnel, mais il n'y en a encore pas beaucoup comparé à ce qui se fait dans d'autres domaines. Mais la réalité, là, est très différente de ça. Regardez des cas où on a fait des études sérieuses sur des événements qui sont arrivés. On peut penser, par exemple, à des accidents aériens. Quand il y a un avion qui a un accident, il y a tout un processus qui se met en place d'enquête. Hein. C'est ce qui nous permet de mettre en place la sécurité dans les transports, dans le transport aérien en particulier. Ce qui fait que le transport aérien aujourd'hui, par rapport à ses débuts, il y a un petit peu plus de 100 ans, est devenu extrêmement sécuritaire. D'ailleurs, c'est beaucoup plus sécuritaire de voyager en avion aujourd'hui que de voyager par tout autre moyen de transport. Et les raisons, c'est quand il y a un accident, il y a toute une équipe de spécialistes qui se met en place, puis on va enquêter pour essayer de trouver les causes de l'accident. Et ensuite, on va mettre en place un certain nombre de recommandations. Et on va forcer les compagnies aériennes et les constructeurs d'avions à mettre en place ces recommandations-là, quitte à maintenir des avions au sol jusqu'à temps qu'on soit capable de les rendre sécuritaires. Donc ça, c'est un domaine d'où on peut s'inspirer pour avoir une certaine compréhension de comment arrivent des incidents. Il y a aussi d'autres études qui ont été faites, entre autres, si on pense aux événements du 11 septembre,
Donc, il y a eu une commission d'enquête qui a été quand même assez ardue, longue, et qui est allée en détail. On peut penser à des événements comme l'explosion des navettes spatiales. Il y en a eu 2 qui ont été détruites en vol, sur lesquelles aussi il y a eu des enquêtes extrêmement approfondies. Et ce qu'on s'est rendu compte, ce qu'on se rend compte dans la majorité de ces situations-là, c'est que la réalité que nous, on observe, c'est-à-dire un événement pour lequel il y a une probabilité puis un impact, c'est pas ça qui est la réalité. Souvent, la réalité, c'est beaucoup plus souvent plusieurs choses qui se produisent ensemble ou qui convergent vers un moment, un point critique où tout explose. Donc, c'est rarement l'erreur d'une seule personne. C'est souvent la conjonction ou la concordance de tout un ensemble de petits événements, de petites choses, d'une erreur d'inspection, du mauvais choix d'un gasket, d'un oubli d'une personne de transférer un message, d'un mémo qui est resté sur une tablette, tout un ensemble de choses qui sont arrivées et qu'à un moment donné, la jonction de toutes ces choses-là a fait qu'il y a eu cet incident-là qui a été possible éventuellement. Et donc, c'est pas une chose. C'est tout un paquet d'affaires qui ont fait. Si on passe en technologie de l'information, c'est peut-être une décision qu'on a reportée de mettre en place un patch sur un système d'exploitation, sur un serveur. C'est peut-être une connexion de réseau qui est restée ouverte. C'est peut-être le fait qu'il y avait peut-être une porte qui était débarrée, puis parce qu'il y a des gens qui étaient à l'extérieur en train de fumer, puis il y a quelqu'un qui a profité de ça, puis qui est rentré, qui a réussi à se rendre dans une salle de conférence, qui a réussi à plugger, puis là où ça donne que la plug était active, puis qui a pu se brancher au serveur, puis c'est tout un ensemble de petites choses. Quand tu fais des tests de pénétration, c'est pas juste une affaire. Tu vas pas essayer une chose. Tu vas essayer justement des combinaisons de plusieurs choses qui vont faire qu'il y a peut-être une porte qui a été laissée ouverte ou qu'il y a peut-être la convergence d'un paquet de choses qui ont fait que quelque chose a été possible. Et ça, c'est notre réalité à nous. Ça, c'est la réalité des incidents. Donc, il y a un niveau de complexité qui devient à un moment donné difficile à matérialiser. Donc, tout ça m'amène donc à vous parler du triangle du risque. Pour moi, pour que le risque existe, il doit y avoir 3 choses. Il faut qu'il y ait une vulnérabilité. Il faut qu'il y ait une menace, ou moi je vais plutôt choisir le terme aléa, plutôt que le terme menace. Et il doit y avoir un impact, mais en fait moi je vais plutôt parler de dommage, qui va résulter donc de la vulnérabilité et de l'aléa. Donc l'aléa se produit, exploite une vulnérabilité, cause des dommages. Il faut que ces 3 affaires-là soient là, au même moment, donc au même moment, c'est-à-dire T, au même temps, et dans un espace défini, donc le S. Donc il faut que tout soit là en même temps pour que je puisse avoir du risque. Si j'ai un aléa pour lequel il n'y a pas de vulnérabilité, j'ai pas de risque. Si j'ai un aléa et une vulnérabilité, mais qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de dommages qui sont causés par son exploitation, il n'y a pas de risque non plus. Les 3 choses doivent être là, dans un temps défini, à un endroit défini, pour que mon risque puisse exister. C'est de ça que je parle quand je parle du triangle du risque. Donc ça, c'est d'une certaine façon un des cadres de référence qu'on va utiliser dans tout ce cours-ci. Quand on va essayer de voir s'il y a du risque, on va se poser la question, est-ce qu'il y a un aléa réel, potentiel ou perçu? Est-ce qu'il y a une vulnérabilité dont cet aléa-là pourrait profiter? Et si les 2 existent, est-ce que ça causerait un dommage? Donc, ce qui m'amène donc à ma définition du risque. Donc, moi, c'est si j'avais à mettre une formule, moi, ma formule, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Je vais vous expliquer là, les termes que j'ai là-dedans. Donc, le E, c'est l'élément à risque. Donc, il doit y avoir un élément à risque. Donc, mon élément à risque, ça peut être un actif informationnel de toutes sortes, un processus d'affaires, un système d'information, des données, etc. Donc, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être donc un élément ou un ensemble d'éléments.
Si je pense par exemple à un système d'information, mais un système d'information, c'est des individus, c'est des processus d'affaires, c'est des pièces physiques d'équipement, mais c'est aussi des données qui sont et des logiciels qui se trouvent sur ça. Donc, quand je parle d'un ensemble d'éléments, je pense à ce genre de choses-là. Ayant une utilité attendue. Donc, l'utilité attendue, si vous voulez, c'est un petit peu, c'est la valeur. Ça donne une valeur pour moi. Mais une valeur qui n'est pas nécessairement financière, monétaire, qui peut être autre. Donc, on peut penser à des choses qui ont une valeur pour vous. Je ne sais pas si ceux qui ont des enfants ici, ben vos enfants, ils ont une utilité attendue. Ils ont une valeur pour vous. Ce serait extrêmement difficile pour vous de mettre un chiffre à combien vaut votre enfant. Si votre enfant meurt dans un accident d'auto, la SAC, eux, ils vont mettre un chiffre là-dessus. Ils vont vous donner un montant d'argent. Si vous perdez un bras, ils vont vous donner un montant d'argent aussi. Donc, eux, ils arrivent. En tout cas, on pourra discuter longtemps jusqu'à quel point si les chiffres qu'ils utilisent sont bons ou pas. Mais, donc, ça, là, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'une utilité attendue, une valeur. Quelque chose comme la réputation de votre entreprise ou même votre réputation personnelle, ça, c'est une utilité attendue. Ça a une valeur pour vous. C'est difficilement monnayable. C'est difficilement, on peut difficilement mettre ça en chiffres. Mais moi, je préfère travailler avec le concept d'utilité attendue plutôt que de travailler avec un signe de pièce. Parce que quand on a tendance à travailler avec un signe de dollar, quand on parlait de la formule de l'impact tout à l'heure, puis qu'on dit on va mettre une valeur, un signe de pièce à cet impact-là, bien, on se joue des tours parce que cet impact-là, des fois, il peut être extrêmement difficile à évaluer en termes purement financiers. Si on pense à des choses comme la réputation, si on pense, par exemple, dans le cas de, moi, je vous mentionnais, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la santé, disons, une modification à une donnée dans un système d'information, donc une perte d'intégrité d'une donnée dans un système d'information, le changement d'un seul bit peut faire la différence entre la lettre A et la lettre B. Mais si je vous donne du sang de type A, puis que vous, votre groupe sanguin, c'est B, ça va avoir un impact extrêmement significatif. Vous allez mourir. Mais c'est quoi la valeur en argent? C'est quoi la valeur d'une personne humaine? Si cette personne humaine-là, c'est votre pire ennemi, c'est probablement un chiffre relativement bas. Si cette personne-là, c'est votre mère, ou votre épouse, ou votre enfant, c'est probablement un chiffre qui est très élevé. Donc, c'est extrêmement difficile dans des contextes comme ça, d'analyse de risque, d'être capable de mettre un chiffre, un montant là-dessus. Alors que quand on travaille avec le concept de l'utilité attendue, ça nous donne quand même une certaine flexibilité, disons. Donc, l'élément à risque, c'est un élément ou un ensemble d'éléments qui a une valeur, qui a une utilité attendue pour moi ou pour mon organisation pendant un certain temps, donc le delta T, et dans un espace donné. Parce qu'évidemment, l'information, la valeur de l'information, si on prend juste comme élément à risque une donnée, mais la valeur d'une donnée, elle va varier dans le temps. On n'entrera pas dans les longues discussions sur Shannon ou sur la valeur de l'information, là, mais il existe plein de documents là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais cette valeur-là, elle est vraiment rattachée, donc pour nous, relative à un delta T, donc à un espace de temps, qui est souvent d'ailleurs aligné sur nos années financières. On a tendance à tout matérialiser en fonction de cycles budgétaires. Donc, l'unité de base de notre delta T, c'est notre année financière, ou sinon, ça peut être des trimestres, dépendant du genre d'activité dans lequel vous êtes. Évidemment, l'espace, c'est notre F. L'aléa, donc quand on parlait tout à l'heure de menace, là, moi je préfère utiliser le terme aléa. Et l'aléa, qui peut être réel, envisagé ou perçu, c'est un événement ou une séquence d'événements. Je vous parlais tout à l'heure des navettes spatiales, là, ben c'est de ça ici. Là. On parle de séquence d'événements résultant de l'exploitation d'une vulnérabilité, que je représente par ce symbole-là, d'un élément à risque pouvant causer un dommage pendant une période de temps et un espace donné. Donc, quand je vous disais tout à l'heure mon triangle du risque, là, hein, donc il y a toujours le lien entre la vulnérabilité, l'aléa, puis mon élément à risque, puis le dommage. Donc, le dommage à mon élément à risque. Donc, évidemment, quand on commence à parler de séquence d'événements, plutôt que de parler juste d'un événement unique, à ce moment-là, l'utilisation de scénarios devient drôlement plus pertinente.
Ça a beaucoup plus de sens de parler en fonction de scénario que en fonction d'événements uniques, parce que la réalité s'illustre, se représente beaucoup mieux dans le cadre d'un scénario que dans le cadre d'un événement unique. Vulnérabilité, on définit ça comme la fragilité relative, en parenthèse, d'un élément à risque à un aléa. Donc, quand je dis relatif, parce que évidemment, c'est par rapport à l'usage qu'on en fait, l'utilité attendue qu'on en a, c'est par rapport aussi à tout un ensemble de choses dont on discutera au chapitre 4 quand on va parler de la vulnérabilité. Et le risque est inversement proportionnel à la résilience. C'est-à-dire que plus je suis résilient, hein, si je reviens à ma formule, là, en dessous de la formule, là, on a le symbole ici pour la résilience. Et ce qu'on indique ici, c'est que mon risque, il est inversement proportionnel à ma résilience. C'est-à-dire que plus je suis résilient, moins que le risque va être important pour moi. Puis la résilience, c'est quoi? Bien, c'est ma capacité de passer au travers un aléa. C'est la possibilité soit de me servir de ce qui est arrivé comme catalyseur d'amélioration, ou c'est ma capacité aussi de réagir de façon à ce que ça ne cause pas de problème. Donc, je vais vous donner un exemple de résilience. J'ai un établissement de santé qui utilise le dossier santé électronique. Donc, tout le dossier du patient il est sur ordinateur. J'ai un aléa qui se produit. Le système d'information, le système de dossier clinique, il tombe en panne. Tous les ordinateurs dans l'hôpital sont morts. Il n'y a plus rien qui marche. Il y a une vulnérabilité. J'ai besoin du dossier du patient pour être en mesure de soigner le patient. Si je ne le soigne pas, il va mourir. Évidemment, l'élément à risque, c'est-à-dire le patient, il est vulnérable, c'est-à-dire qu'il pourrait mourir. Donc, il mourrait, on pourrait considérer ça comme une réduction d'utilité attendue, un dommage. Hein? Je veux dire, ultimement, c'est pas avoir pire vraiment que ça. C'est à peu près la pire affaire qui peut arriver, à moins, bon, on pourra toujours discuter de croyances religieuses. Moi, je suis bouddhiste, je crois à la réincarnation. Donc, peut-être que la mort, c'est peut-être pas si pire que ça, c'est juste le passage à une prochaine étape. Mais, faute de preuves, je considérais que mourir, c'est probablement un dommage significatif. Donc, mon système tombe en panne, ma personne arrive en ambulance à l'urgence, on doit le traiter, on n'a pas accès à son dossier électronique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le patient mourir sur sa civière? La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que les médecins, qui sont des professionnels qui ont reçu plusieurs années de formation, et en particulier les médecins spécialistes que sont les urgentologues, ont des protocoles de soins, c'est-à-dire ils ont des choses qu'ils vont faire pour être en mesure de traiter le patient sans avoir accès à son dossier. Ils vont passer des tests, ils vont poser des questions si la personne est en mesure de leur parler, ou ils vont faire un certain nombre d'observations basées sur des années de formation et d'expérience clinique. C'est pas pour rien qu'on forme les médecins, d'ailleurs, de la façon qu'on les forme. Et donc, le système, il est résilient. C'est-à-dire, c'est pas parce que le risque, il existe. La probabilité, elle est réelle. La probabilité qu'un système d'information tombe en panne, elle est réelle. On pourrait accumuler des données historiques sur l'ensemble de tous les hôpitaux du Québec pour voir combien de fois par année est-ce que des systèmes informatiques à l'urgence tombent en panne. On serait capable d'arriver à un chiffre. On serait peut-être éventuellement, avec un peu de travail, arriver à mettre une valeur. On pourrait se baser, par exemple, sur les poursuites pour erreur médicale, parce que si une personne mourait parce que le système, puis qu'on disait que c'est à cause du système informatique qui est tombé en panne, mais probablement qu'il y aurait lieu matière à une poursuite. Ça serait probablement de l'ordre de quelques millions de dollars. Hein, Maître Ménard, là, qui est spécialisé là-dedans, que vous voyez peut-être des fois à TV pour des causes comme ça, arriverait probablement à aller chercher une couple de millions pour le patient, ou probablement d'ailleurs que l'hôpital et que le ministère souhaiterait plutôt régler l'affaire hors cours pour un montant qui sera non divulgué, mais probablement significatif. Donc, on serait capable de mettre un chiffre là-dessus. Mais est-ce que le risque correspond vraiment à ça? Non, parce que le risque, il est extrêmement différent de ça. Il est beaucoup plus bas que ça. Et il est beaucoup plus bas parce qu'on a développé de la résilience dans le système, entre autres en formant les médecins, en formant les infirmières, en mettant qui fait que le système a une résilience intrinsèque.
Donc, c'est pour ça que c'est très, très important quand on pense au risque d'inclure dans ce traitement-là, dans cette décision-là, dans cette définition-là, des éléments comme la résilience. Et en passant, le niveau de maturité est lié à la résilience. C'est-à-dire que plus l'organisation est mature, plus l'organisation sera résiliente. Ce qui justifie d'ailleurs le fait de former les employés, de faire de la sensibilisation. Quand on fait de la sensibilisation, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le niveau de maturité. C'est-à-dire que les gens sont plus au courant de qu'est-ce qu'il faut faire si jamais il arrive quelque chose. Ils sont plus au courant de c'est quoi, nous autres, notre politique de sécurité. Comment est-ce qu'on devrait dealer avec les aspects reliés à la sécurité de l'information. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un incident? Qui qu'on appelle? Tout ça, ça fait partie d'un programme de sensibilisation. Quand on fait de la sensibilisation, on augmente la maturité. Quand on forme notre personnel, on augmente la maturité. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, évidemment, pour augmenter la maturité. Mais ça, c'est des aspects en particulier. Et selon moi, puis selon ce que j'ai observé dans le cadre de mes projets de recherche, en fait, dollar pour dollar, là, si vous mettez votre argent que sur la sensibilisation, ça va être plus rentable, ça va être plus efficace pour réduire le risque que toutes les mesures que vous pourriez faire. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas mettre d'antivirus, là. Hein? Il y a quand même un minimum qu'il faut faire. Mais, dollar pour dollar investi, c'est en investissant dans la sensibilisation et la formation que vous allez avoir le plus d'impact sur le risque réel dans les organisations. Donc, ça nous amène à la dernière partie, la gestion de risque. Puis on va revenir sur la gestion de risque en long et en large la semaine prochaine, mais genre une petite introduction, là. En gros, la gestion de risque, c'est un processus IPM. Mais moi, en fait, j'ai rajouté le A, parce que c'est plus un IPM-A, parce qu'il ne faut pas oublier l'audit, c'est un élément important d'une stratégie de gestion de risque. Mais dans le processus IPA, donc, on a tous les aspects reliés à l'identification, hein, à l'identification des menaces, l'identification des aléas potentiels, l'identification des scénarios, la priorisation, donc ce qui implique de quantifier ou de qualifier le risque, les probabilités d'un événement. Ensuite, une fois qu'on a priorisé, ben là, on peut mobiliser, c'est-à-dire affecter des ressources, soit humaines ou financières. Et finalement, au moins une fois par année, on revient et on fait un audit pour vérifier l'efficacité de notre processus. Donc, en gros, là, en version 30 secondes, la gestion de risque, c'est ça. Évidemment, tout ça, ça se fait en référence à notre fameux triangle du risque. Hein? Et on va arriver au niveau de la mobilisation à faire un certain nombre de choses. Donc, par exemple, pour les vulnérabilités, comment on peut les affecter? Ben, en patchant nos systèmes d'exploitation ou en réduisant les services, c'est-à-dire le principe de service minimum. Là. Si j'ai, je sais pas moi, un port IP qui utilise un certain service, si j'en ai pas besoin, ben, je le désactive. J'élimine cette vulnérabilité-là. Évidemment, on peut affecter les aléas ou les menaces en mettant en place, par exemple, des systèmes de détection d'intrusion, en mettant en place des firewalls. Donc, d'empêcher cette menace-là de se rendre jusqu'à mon élément à risque. Ou en segmentant mes réseaux, en utilisant des VPN, par exemple, ou des VLAN. Finalement, ben, la réduction des dommages ou des impacts, ça peut se faire de différentes façons. Bon, le DRP, BCP-IM, c'est-à-dire Disaster Recovery Plan, Business Continuity Program ou Incident Management. Là, je m'excuse si j'utilise les termes anglais. Des polices d'assurance. On peut prendre, ça existe aujourd'hui, des polices de cyberassurance contre le vol d'identité, par exemple. Et évidemment, la formation et la sensibilisation que j'ai déjà discuté. Donc, quand on fait de la gestion de risque aussi, on fait face toujours à cette fameuse boîte-là, hein, les 4 options de traitement du risque, qui fondamentalement sont, en fonction des probabilités et des impacts, d'ailleurs, des dommages, comme tu mentionnais. Donc, on retrouve souvent ça. Donc, basse probabilité, bas dommage, on accepte le risque. Basse probabilité, haut dommage, on mitige le risque. C'est-à-dire qu'on met en place, par exemple, des firewalls, des antivirus, des choses comme ça. Haute probabilité, bas dommage, on peut vouloir le transférer. Quand on transfère, on peut penser à une assurance, par exemple, une police d'assurance. On peut penser aussi à de l'impartition. C'est du transfert de risque, ça, de l'impartition. Et si la probabilité est haute et que les dommages sont élevés, ben on peut choisir d'éviter le risque. Mais ça, c'est un petit peu simpliste parce que la réalité est un petit peu plus complète que ça. C'est-à-dire qu'il y a une grosse zone grise. Hein? Il y a une grosse zone grise dans tout ça.
Parce qu'il y a toutes sortes de contraintes, autant au niveau financier que contractuel que autres, qui fait qu'en fait, c'est pas clair qu'est-ce qui commence où puis qu'est-ce qui finit où. Il y a toute une notion d'appétit pour le risque ou d'appétence au risque, de tolérance au risque, d'acceptation du risque. Il y a aussi toute une complexité au niveau contractuel d'assurance, contrats d'impartition et autres, qui fait qu'en fait, il y a plusieurs zones grises dans tout ça. C'est pas, on peut pas trancher au couteau puis dire que à partir de tel chiffre, je mitige. À partir en dessous de tel chiffre, j'accepte. À partir de tel montant, j'évite. La réalité, elle n'est pas ça. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. C'est ça que j'essaie juste d'illustrer ici avec ce petit dessin.